On peut peut-être commencer. On a tout le monde. Je peux commencer par les biographies. D'ailleurs, bienvenue tout le monde. Je suis très content que vous soyez là. Euh, donc, mon intention au début, en organisant cette table ronde, c'était vraiment d'essayer de parler de l'avenir du théâtre, pas juste du passé, mais surtout de ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre le théâtre plus inclusif, parce que c'est un milieu, comme on le sait, qui demeure très homogène tant de manière économique que socialement et ainsi de suite. Là. Donc, c'était pour lancer des pistes, de demander à des artistes, des metteurs et metteurs en scène de voir qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils ont vu comme évolution depuis les années et vraiment leur surtout donner libre parole pour que puissent s'exprimer sur tout ce qu'ils et elles veulent aujourd'hui. Donc, je vais commencer par lire une courte biographie de chaque panéliste et ensuite, je vais inviter chaque panéliste de parler pendant 10-15 minutes. Par la suite, on a 1 heure et demie. Donc, pour la dernière demi-heure, on va faire genre de plénière où tout le monde, vous pouvez soit mettre vos questions dans le chat, soit lever la main et on va essayer d'y aller comme ça. Donc, pour commencer, Éric Plamondon est un artiste pluridisciplinaire, autodidacte, cultivé et culturé dans la vallée de la Rivière-Rouge, souvent dénommée comme la ville de Winnipeg. Il signe une première mise en scène au théâtre Cercle Molière avec une pièce de théâtre dont il est le dramaturge et publiée aux éditions du Blé, titrée Inédit. Il a beaucoup œuvré au théâtre Cercle Molière, dont il a fait partie de la distribution de pièces de théâtre telles que Le Repas des Fauves en 2013, L'Ennemi du Peuple en 2016 et Nana Bojo et Le Tambour en 2017. Il est tout aussi connu avec la troupe de théâtre universitaire Les Chiens du Soleil, où il a assumé la mise en scène de Menteur du dramaturge manitobain Brian Drader. Et Eric est tout aussi actif dans le monde du cinéma, où ses courts-métrages ont remporté des prix de jury au Festival Imagination à Montréal et à Real Pride à Winnipeg. De plus, il est artiste visuel et commissaire d'exposition en galerie. Ses legs culturels et son implication dans les communautés queer, métisses et francophones se font ressentir dans plusieurs de ses pulsions artistiques. Geneviève Pelletier est une créatrice et metteuse en scène métisse de Winnipeg, située sur le territoire visé par le traité numéro 1. Depuis 2012, elle est heureuse d'être à la barre de la direction artistique du Théâtre Cercle Molière. Elle s'intéresse au croisement des cultures et des multiples possibilités s'ouvrant dans ce monde qui devient de plus en plus petit, provoquant des espaces de création fertiles et complexes. Ce projet en est une réalisation concrète. Merci. Valencia Pépin est une artiste multidisciplinaire qui travaille présentement sur Illusion, qui a vu le jour au Banff Center for Arts and Creativity en septembre 2017, dans le cadre de Entre Arts, organisé par le regroupement artistique francophone de l'Alberta. Par la suite, Illusion a été lue à l'Unithéâtre en janvier 2018 dans le cadre de À voix haute, puis présentée en mai 2019 dans le cadre de Coup d'œil. Aujourd'hui, le but de l'auteur est d'élever Illusion à un autre niveau. À la fin de 2019 et au début de 2020, elle a travaillé avec des mentors pour le programme Justice for Real, Free Advocacy School, qui a pour but d'enseigner comment défendre une cause sous forme de court-métrage. Illusion La Peur a été présentée au Edmonton Short Film Festival en 2020 et a remporté le prix d'excellence Best Justice for Real. Illusion a également été choisie par l'Association des théâtres francophones du Canada pour un stage de 3 semaines avec Mentor, qui a eu lieu au Banff Center for Arts and Creativity et qui a eu pour but de développer un outil ou un atelier de prévention sur mesure pour les jeunes et aussi pour les jeunes victimes de crimes sexuels. Au début de 2021, Valencia a tenu le premier rôle dans le court-métrage Power Moves, une production de 1884 Studios, qui est en nomination au Edmonton International Film Festival. Elle est également impliquée dans plusieurs projets, dont des projets de voix off, de metteur en scène et en tant que mentor pour les jeunes. Valencia donne depuis l'automne 2021 des ateliers aux jeunes en matière de balado, de médias, d'écriture d'histoire, qui deviennent des contes audiovisuels et sur la présence devant public. Enfin, Madeleine Blais-Dalem est auteure bilingue en Saskatchewan. Elle se retrouve au cœur de la France-Saskoisie, ayant souvent été invitée à écrire des pièces de théâtre pour la Société historique de la Saskatchewan et la Fédération des aînés, qui s'appelle maintenant Vitalité 55. Elle a été produite par la Troupe du Jour en 2005 avec Foyer, en 2008 avec Les Vieux Péteux et en 2011 avec La Maculée. Cette dernière pièce lui mérita le prix SATA pour réalisation exceptionnelle en dramaturgie et une invitation à Zone théâtrale 2011 à Ottawa. 3 de ces pièces ont été publiées dans le théâtre fransaskois dans les tomes 2, 4 et 6. Et elle termine sa biographie en disant
et je ne peux pas plus appuyer ce propos. Pour ne pas disparaître, il faut se raconter. Donc, justement, peut-être on peut commencer par toi, Madeleine, si tu veux commencer avec ton intervention et on ira par la suite. OK, je pensais pas que je serais la première, mais quand même, OK, j'ai deux réponses qui vont actuellement se boucler à la fin. Euh, Ma première réponse a à faire avec le thème du colloque qui est privilège et marginalisation. Et j'ai une réaction très personnelle à ça. Puis ensuite, la deuxième partie de ma réponse a à faire avec la question de cette table ronde qui est où est-ce qu'on en est au théâtre. Et puis si je manque des choses, là, Denis Rouleau va rajouter, j'espère. Alors, dans le contexte de ce colloque, de cette table ronde, moi, je représente le passé, la tradition, et je suis une minorité à l'intérieur de la minorité, à l'intérieur de la minorité. Parce que je suis née ici, en Saskatchewan, et j'ai passé toute ma vie ici. Mes grands-parents sont arrivés du Québec au début du 20e siècle, à l'ère des homesteads. Mes parents, mon père était un bébé et ma mère avait 10 ans quand ils sont arrivés. Ils ont été élevés en Saskatchewan. Et puis moi, je suis arrivée vers la fin de la répression minoritaire, qui était 9 décennies moins un an. Alors, j'encadre ça par l'année 1880, lorsque le Manitoba a perdu le français comme langue officielle. Et j'arrête avec 1969 avec la loi sur les langues officielles. Alors, pendant presque 9 décennies d'ici dans l'Ouest, il y avait une politique d'assimilation chez les gouvernements provinciaux et fédéraux. Puis la CFC était l'organisme principal avec l'appui de l'Église catholique qui revendiquait les droits des Canadiens français, parce que c'est ça qu'on était dans le temps, de survivre en Saskatchewan. On avait notre heure de français par jour, nos 30 minutes de catéchisme, on essayait d'avoir la radio, on essayait d'avoir le journal qui venait de Saint-Boniface. Alors, je regarde le titre du colloque et je me pose la question, privilège ou marginalisation? Où est-ce que moi je me trouve dans cette dichotomie? Et puis, est-ce qu'il faut être d'un côté ou de l'autre? Est-ce que je suis privilégiée parce que je suis blanche? Parce que mes grands-pères sont venus du Québec comme colonisateurs? Parce que dans mon village, les Canadiens français ont déplacé les Autochtones qui ont eu la malchance d'être octroyés de belles terres comme réserve? Ou bien, est-ce que je suis marginalisée parce que je suis une Françaiscoise de souche, une femme et une aînée en plus de tout ça? Et je me demande cette question existentielle. Est-ce qu'il est nécessaire d'aller fouiller, de trouver toutes les différences, toutes les choses qui nous séparent à l'intérieur de la francophonie, toutes les façons que nous sommes différents? Moi, je me suis jamais sentie marginalisée. C'est vrai que les petits villages francophones étaient plutôt isolés les uns des autres. On vivait à l'intérieur de nos communautés. Et dans mon enfance, il était possible de vivre en français. Mais je me sentais chanceuse. Moi, j'avais deux langues. Et ça, c'est surtout grâce à l'attitude de mes parents. Et puis, je n'ai jamais été responsable pour l'ignorance des autres. En tout cas, la communauté canadienne-française de mon enfance avait une apparence homogène. Et tous les efforts de la communauté se penchaient vers la survivance du groupe. Mais pas tout le monde venait du Québec. Il y avait des Belges, il y avait des Français, il y avait des Suisses, il y avait des Québécois qui étaient passés par les États-Unis, comme dans mon village, il y avait plusieurs familles qui venaient du Minnesota. Certaines communautés, mais pas la mienne, avaient des liens avec les Michif. Ça, on l'a appris hier dans les conférences d'hier. Mais le focus était toujours sur ce qui nous rassemblait plutôt que ce qui nous séparait, parce qu'il y avait toujours question de survivance. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ceci en ce moment? Bien, ce point ici m'habite parce que je viens de décrocher un vraiment gros projet qui est d'écrire une pièce de théâtre pour célébrer le 40e anniversaire de Vitalité 55, qui était à sa fondation la Fédération des aînés de la Saskatchewan, ou la FAF. Bon, la question qui se pose, est-ce que les aînés francophones de la Saskatchewan ont mis cette fédération sur pied parce qu'ils étaient privilégiés,
ou bien parce qu'ils se sentaient marginalisés à l'intérieur de la communauté francophone. La fondation était à 83, puis dans mes recherches, je suis rendue jusqu'à 92. En 1992, elle représentait 42% de la population françaiscoise. Alors, pourquoi est-ce qu'ils se sentaient marginalisés si c'était ça leur motivation? Il y avait 13 clubs avec au-dessus de 600 membres. Ça, c'est beaucoup dans le contexte de la Saskatchewan. Et alors, c'est possible que ce n'était pas une marginalisation, mais qu'ils ont saisi le pouvoir. Parce que ça leur a donné la capacité de gérer des dossiers pour améliorer leur visite, etc. Et puis ce matin, j'ai trouvé, ils étaient toujours en train de faire des sondages. Et puis, 8 ans après leur formation, ce qui les intéressait, c'était la vie sociale, les soins de santé, la survivance, le français dans la Saskatchewan. Alors, c'était pas juste des petits vieux qui voulaient se rassembler pour jouer aux cartes, même si on fait ça aussi. Et puis, la deuxième partie de cette question de marginalisation, c'est que je dois écrire une pièce. Et puis, si j'écris une pièce à propos d'un groupe marginalisé, qui va venir voir la pièce? Et puis, alors, comment est-ce que je peux écrire une pièce qui reconnaît l'importance de ce groupe qui devrait être la fondation de la Françaiscoisie, mais qui ne l'est pas, en tout cas. Ça fait que c'est pour ça que j'ai du mal à accepter, à même avoir l'idée d'une dichotomie qui cherche les différences entre les personnes. Et c'est particulier, c'est paradoxal pour les aînés parce que tout le monde va finir là. Mais en attendant, on se fait traiter différemment. Là, la peau tourne en crêpe, on a des rides et tout ça. Et puis, on est traité différemment parce qu'il y a un changement dans notre look, mais on est toujours les mêmes personnes extraordinaires au fond. OK. Ça fait que c'est pour ça que je voudrais... je ne veux pas être vue comme autre. OK? Parce que dans mon fort intérieur, là, j'ai toujours 23 ans. Ou 35 ou 45, franchement, ça ne fait pas de différence. Je suis qui je suis et il y a certaines choses qui ne changent pas. Alors, dans le contexte du colloque, je comprends le désir d'être reconnu pour ses attributs spécifiques et j'applaudis le programme qui a été mis sur pied, mais généralement, on trouve ce qu'on cherche. Et j'espère que ce colloque, les choses qui ont été générées, que ce n'est qu'une étape intermédiaire vers une communauté forte et solidaire qui reconnaît chaque personne dans sa totalité. OK. Alors, ça, c'est ce qui m'habite en ce moment ici. Maintenant, je vais répondre à la question de cet atelier qui est la situation actuelle sur la scène. Moi, personnellement, ça va très bien. J'ai le grand projet pour Vitalité 55. Je viens juste de finir les surtitres en anglais pour la pièce communautaire de la troupe du jour, qui est Enfant insignifiant de Michel Tremblay. Puis je me suis amusée comme une folle. Et puis, aussi, j'assure la mise en voix du livre audio en français de Half-Breed par Maria Campbell. C'est quelque chose que je fais avec Cindy Godette de Faculté Saint-Jean Edmonton. Et puis, on a la permission d'adapter la traduction de Jean-Marc Dalpé et de son partenaire qui est un français standard. On a la permission par prise de parole d'adapter ça pour avoir un texte françaiscois / Michif. OK? Et puis, j'apprends en travaillant avec Cindy que mon français, que je croyais être un français assez archaïque du Québec parce qu'on est à part et c'est la situation en minorité, c'est que j'ai autant de Michif dans mon langage, dans mon françaiscois que j'ai autre chose. Ça fait que, parce que moi je dis toujours ici, puis itou, puis à cette heure. Ça fait que, d'où ça vient ça, c'est toujours là quand même. Et puis pour le contexte de où on est au théâtre, je vais parler et j'encourage Denis de supplier si j'ai oublié des choses. Pour commencer, je remercie la troupe du jour
pour où j'en suis dans ma carrière aujourd'hui, parce que sans leur appui dans le développement et la mise en scène de mes pièces, je ne serais pas où je suis, qui est ici. Et j'ai à certains temps été sur le conseil de direction. J'étais présidente lorsqu'on a acheté notre édifice sur la 20e parce que moi j'adore lobbying. Et puis j'ai participé dans plusieurs plans quinquennales parce que c'est comme ça, quand on veut survivre, on doit planifier. Et puis ça fait que la troupe a toujours su comment planifier pour le futur. Elle avait des plans quinquennales et elle a su survivre les défis inattendus comme la pandémie. La troupe est le seul théâtre à Saskatoon qui s'est produit sur la scène pendant la première année de la pandémie. Même si ça voulait dire le faire sur une patinoire dehors à -20, on l'a fait. On avait le chandail de rock Carrier, ça s'est fait à Regina puis à Saskatoon. Puis aussi, on a fait ma vie après le hockey, qui est un monologue que Bruce Mackay a fait, avec 20 personnes en scène, donc ils ont fait un plus long spectacle. Aussi, la troupe du jour a toujours mis un grand effort dans son futur. Il y a toujours un focus sur la jeunesse. Il y a l'école de théâtre qui a continué. Denis trouvait des emplois pour les jeunes. Maintenant, on a la bourse Denis Rouleau pour encourager la jeunesse d'aller dans le théâtre. La saison inclut toujours la jeunesse. Le dernier spectacle était Flush par Marie-Claire Marcotte, une des nôtres. Mais elle vit à Toronto parce qu'il n'y a plus d'opportunités là. Et je mentionne Gilles Poulin-Denis, David Granger et Gabrielle Dufresne, qui est probablement la plus jeune et la plus impliquée en ce moment ici. Alors, pour conclure et pour boucler ma pensée, la troupe du jour a toujours su qu'elle devait entretenir des liens avec la communauté majoritaire. Et puis, même lorsque nous avons planifié le studio 914, elle se voulait, et j'ai adoré la citation dans notre pitch, une pépinière de créativité. Alors, nous avons incorporé dans les plans pour le building des bureaux supplémentaires qu'on pouvait mettre en location. Ça fait que pendant 5 ans, peut-être plus, Anthony, nous avions comme locataire le théâtre autochtone, qui étaient des amis et avec qui on a partagé la scène. Et il y avait beaucoup d'entre-coopération. Puis maintenant, nous avons comme locataire le théâtre SAM, qui est un théâtre engagé qui monte des pièces dans le parc en été. Et en hiver, ils font un spectacle mensuel au Broadway Theatre à Saskatoon sur un thème d'actualité. Comme moi, j'ai fait le mois de février, j'ai écrit une pièce de 10 minutes sur la liberté dans le contexte du convoi des truckers. Alors, tout ça, c'est pour dire que après avoir exploré nos différences comme étape intermédiaire, j'espère que nous arriverons à célébrer, à bâtir sur ce qui nous rassemble. Merci. Merci beaucoup, madame. Super beau. On va avoir la chance de revenir. Valécia, est-ce que tu es prêt à enchaîner avec ton intervention? Oui, bien sûr. On parle de privilèges et de marginalisation. C'est clair et net que je suis carrément là-dedans, dans toutes les sphères, que ce soit dans le niveau artistique, au niveau professionnel, dans mes projets personnels. Il faut tout le temps que je pousse 2-3 fois plus fort que les autres pour me faire entendre. Ça, c'est quelque chose qui est une réalité. Justement, je travaille présentement pour un organisme qui s'appelle Black Canadian Women in Action. On est en train de faire une étude pour développer une trousse à outils d'inclusion, donc anti-racisme. Et puis, je fais des groupes de discussion où j'entends vraiment les témoignages des gens, puis ça se rejoint énormément. Donc, privilège, je veux dire. Moi, honnêtement, j'ai le privilège d'avoir un accent québécois. Puis, honnêtement, là, c'est vraiment vrai. Grâce à ça, j'ai pu faire de la radio, j'ai pu faire toutes sortes de choses. En tant qu'actrice, en tant que comédienne également, ça m'a ouvert des portes. Ça m'a... Ouais, je me sens privilégiée de tout ça, puis je trouve ça plate. Je trouve ça vraiment plate parce que beaucoup sont pénalisés juste parce qu'ils ont des accents puis qu'on se font dire, tu sais, ah, je comprends pas quand tu parles, je comprends pas bien quand tu parles. Donc, il y a ça, il y a aussi, je veux juste mentionner ici, tu sais, puis ça, on devient fatigué aussi, tu sais, de se faire... l'expression en anglais, c'est tuckle, les jetons, là. De se faire utiliser. Bon, là, ça prendrait un noir ou une noire là, autour de la table.
Mais c'est ça, il y en a toujours une, hein? Il n'y en a pas bien plus souvent. T'sais, on a la représentativité, c'est beau, c'est fait, on est correct. T'sais. Donc, il y a ça aussi qui rentre dans privilège, marginalisation. Ça m'arrive de refuser d'être présente à des endroits parce que je sais que c'est juste pour il faut mettre une noire autour de la table. T'sais. Donc, en gros, privilège, marginalisation, je ne vais pas m'étendre. C'est pas mal ça que j'avais à dire là-dessus. Sinon, la situation actuelle sur scène, je trouve ça super intéressant. Quand j'ai été à mon dernier stage au Banff Center for the Art and Creativity à Banff, pouvez-vous croire que sur la discipline de théâtre, documentaire, poésie, musique, j'étais la seule noire sur 75 participants en musique. Il n'y a pas de noir qui fait de la musique? Je ne comprends pas. Donc, comment ça va sur la scène? Ça va mal. Hein? Ça va vraiment mal. Il y avait aussi des directeurs de théâtre qui étaient là. Puis que, il y en a un en particulier qui m'a demandé Valécia, moi, j'aimerais bien ça, la diversité dans mon théâtre. Comment je fais? Comment je commence? Comment je fais ça? Premièrement, là, ça là-dessus, je trouve ça intéressant d'en parler, sauf que pourquoi c'est tout le temps la personne noire qui est dans la salle qui doit prendre le poids d'éduquer les autres là-dessus? Ça devient comme tannant d'avoir ce poids-là. Je tenais à le dire aussi. Puis si jamais il y en a d'entre vous qui se posent la question, ben, qu'est-ce que vous offrez comme programmation sur scène? Est-ce qu'il y en a des acteurs qui sont de la diversité sur vos scènes? De quel genre d'histoire parlez-vous? Nous autres, ici, à l'Unité Théâtre, on a le privilège d'avoir une ouverture, que les directeurs ont une ouverture face à ça. J'ai vu énormément de textes africains. J'en ai lu aussi pour des artistes, des textes africains ici sur scène. Qui parlent de leurs histoires, qui parlent d'eux, ou qu'on peut apprendre à les connaître justement, ou qu'il y a de l'inclusion. Donc ça, je trouve ça intéressant. Mais j'en vois, oui, je suis ici, je suis pas ailleurs, mais pour avoir rencontré les directeurs de d'autres théâtres, je pense pas que c'est quelque chose qui se fait vraiment ailleurs, tu sais. Même si ça se fait ici, est-ce que vraiment un sentiment de multiculturalisme dans la salle? Pas vraiment. Si ce sont des Noirs qui sont sur scène, ça va être des Noirs qui sont dans la salle. Si ce sont des Blancs qui sont sur scène, ça va être des Blancs qui vont être dans la salle. Pourquoi? Mis à part, je vous le jure, quand je vous parle d'inclusion, ici à Edmonton, on a fait les belles-sœurs de Michel Tremblay et écoutez, il y avait des accents africains dans la place. Sur la scène, pour une pièce québécoise, c'était magique. Puis dans la salle, on a pu avoir justement une audience multiculturelle. Ça, c'était le fun. Ça, c'était le fun. Mais une fois ou 2 ans, c'est pas assez. Tu sais, c'est pas assez. Là, c'est sûr qu'il y a eu la pandémie, tu sais, puis tout. Mais donc, la situation actuelle sur scène, ben, c'est ça. Ça serait le fun qu'on se mélange. Mais encore là, dans mes études, je vais vous le dire, je vais être honnête avec vous autres, qu'est-ce que je suis en train de découvrir de plus en plus, c'est que sans vouloir tirer dans le pied des communautés noires, c'est juste vraiment une réalité. Même à l'interne, dans les communautés noires, il y a beaucoup de réticences, il y a beaucoup au niveau culturel, il y a beaucoup de réticences entre nous. Donc, moi, ce que j'en retire, ce que je dis là, ces jours-ci, c'est comment osons-nous demander j'exagère, j'amplifie toujours, mais c'est vraiment pour que vous compreniez ce que je veux dire. Mais comment osons-nous demander d'être acceptés comme nous sommes, qu'on nous fasse confiance quand entre nous, on n'est même pas rendu là encore? On a énormément de travail à faire dans les communautés noires avant de se lancer dans tout ça. C'est sérieux, là, c'est vraiment ancré. T'sais. Donc, ouais. Donc, c'est ça. Voilà ma position par rapport à tout ça. On en est où dans le théâtre? Bien là, regarde, vous voyez, on est dans... Je pense que ça fait au moins 5 conversations depuis le début de l'année que je participe au niveau de l'inclusion parce que je fais aussi du cinéma. Tu sais, justement, j'ai été acceptée là, à l'école InFocus Film School de Vancouver. Je commence en septembre. C'est vraiment fou. Là, ça, c'est vraiment mon rêve. Là. Donc, je participe aussi à des conversations par rapport à ça, l'inclusion, les femmes noires. Là. Puis, ça l'avance.
ça avance parce qu'il y a de plus en plus de conversations, puis ça, c'est le fun. Sauf que je vais être plus contente quand je ne serai pas la seule noire autour de la table. Là, je vais commencer à être un petit peu plus heureuse d'être là. Je pense que c'est tout. Merci beaucoup. Super belle intervention. Encore une fois, on va avoir le temps d'y revenir. Geneviève, Éric, ça ne dérange pas d'aller en dernier? Geneviève, tu veux y aller? Je t'invite à y aller. Vas-y. Ben, bonjour tout le monde. Moi, je vais commencer avec juste un document ou un texte que j'ai écrit tout dernièrement pour un magazine qui m'ont posé la question par rapport à comment je me suis, en tant que femme métisse dans l'Ouest canadien, en tant que directrice de théâtre. Alors, je vais commencer avec ça, puis ensuite, je vais faire un genre d'intervention aussi par rapport à où j'en suis, par rapport au travail qu'on fait et qu'on mène au quotidien au Théâtre Cirque-Molière ces jours-ci, dans ce contexte ici. Donc, voilà, je vais démarrer avec ça. Donc, je m'appelle Geneviève Pelletier et au travail, je m'identifie comme la directrice artistique et générale du Théâtre Cirque-Molière, situé au cœur de l'île de la Tortue à Winnipeg, au Manitoba, un territoire ancestral couvert par le traité numéro 1. Et chaque jour, je m'identifie comme une mère, une fille, une sœur, une tante, une artiste. Mes ancêtres sont venus de loin pour l'aventure, pour rencontrer des gens, sûrement pour faire fortune. Mes ancêtres sont d'ici, des femmes fortes, courageuses, audacieuses, prêtes à fonder un nouveau monde. Elles se sont mélangées. Ensemble, une culture, un peuple est né, la nation métisse. Les générations qui ont suivi ont été moquées, stigmatisées, marginalisées pour leur langue, leur couleur de peau, leur tradition. Pour survivre, certains ont décidé d'effacer tout signe extérieur qui aurait pu déranger une culture blanche dominante. Ils sont alors devenus des caméléons, pâles, neutres. Ils ont mobilisé toute leur énergie pour ne pas déranger. Vivre sans passé, sans identité métisse. C'est la réalité qui m'a été laissée, endormie. Depuis mon réveil, je suis devenue une archéologue de ma propre personne. Je défriche, je questionne, mais surtout j'écoute. Je reconstruis ma culture métissée, celle de mes ancêtres, de chants, de traditions, d'histoires. Chaque week-end, nous nous retrouvons, ma mère, ma fille et moi, et nous plongeons dans notre arbre généalogique pour imaginer un passé qui nous rassemble, qui nous ressemble, qui nous appartient. Et nous apprenons ensemble la langue de nos ancêtres. En tant que directeur artistique du Théâtre Cirque-Molière, que j'ai l'immense privilège de diriger, j'ai vu et créé des spectacles qui ont changé ma vie. J'ai aussi vécu des spectacles qui décapent, questionnent, fragilisent, construisent, explorent, rendent curieux et remettent les pendules à l'heure pour creuser encore plus profond, pour regarder ailleurs, en soi, au-delà de soi, changer de perspective. Mon théâtre s'appuie sur l'histoire précoloniale et coloniale de son territoire. Une histoire de cercle où je veux croire que chacun a sa place. Un cercle ouvert sur un demain composé de toutes les couleurs, de toutes les traditions, de toutes les formes. Ici, il y a de la place pour tout le monde. Après tout, l'espace est vaste. Mais il faut vouloir être là, accepter, partager sa place, comprendre que le neutre, le dominant, le dominé, le blanc, l'étranger n'ont plus raison d'être. C'est un art du vivant où spectateurs et artistes sont impliqués. Un art qui doit donner autant que possible place à chacun. C'est un monde de partage, un moment unique entre nous, un monde où tout est possible, plein d'inconnus et de mystères. C'est aussi un art de l'engagement où devons nous déplacer, le chercher, vivre l'expérience, l'accepter, le refuser, être touché ou pas d'une manière qui nous est propre. C'est l'art de la rencontre par excellence. Ensemble, aujourd'hui, nous avons l'immense privilège de transformer la scène en un monde d'écho, un monde où le rire, la douleur, la brutalité, la gentillesse et la complexité jaillissent. Ensemble, aujourd'hui, c'est le moment de regarder en arrière, de ramener les voix qui ont été oubliées, marginalisées et enfin écoutées. Ensemble, aujourd'hui est le moment pour moi de créer des histoires, des moments où la culture métisse francophone contemporaine de mon territoire se déploie à nouveau, prenant sa place, sortant de sa stupeur de plus de 100 ans de sommeil. Pour décoloniser, nous devons être conscients et ouverts au fait que les piliers qui nous ont soutenus pendant si longtemps doivent être abattus et reconstruits, que nous nous soumettons à un processus de déconstruction. Les fondements même de nos identités doivent être réexaminés, remis en question et modifiés. La polarisation du moment est un entêtement à ne pas changer, à croire que les cycles de la Terre n'existent pas ou que nous sommes capables de les contrer, de les combattre. L'art nous donne un accès privilégié à l'émotion, à ce qui anime les gens au plus profond d'eux-mêmes.
C'est à cet endroit qu'il y a un lieu de conversation, de dialogue pour aborder des thèmes tels que la réparation, la réconciliation, l'acceptation de l'autre. Les plaies ouvertes des effets coloniaux seront toujours en face de toute volonté d'avancer vers une société qui se veut juste, authentique, inclusive, à l'image d'une humanité utopique. Nous avons besoin d'un théâtre où l'universalité et la complexité humaine se rencontrent pour que les nouvelles générations puissent s'exprimer comme elles le souhaitent sans la contrainte de dire « je ne suis pas de la culture dominante, je n'ai pas ma place ici » et ainsi, bientôt, la culture s'enrichisse de toutes les cultures. Alors ça, c'est l'intervention que j'ai écrite dernièrement. Moi, j'aimerais parler un peu de ce qui se passe au TCM, au Théâtre Cirque Molière, parce que c'est vraiment un sujet qui m'est vraiment à cœur, qui est au cœur de ma démarche depuis le début. Je suis à la barre du TCM maintenant depuis 2012. Depuis 2013-14, nous avons démarré des ateliers d'équité. Donc, on invitait les gens à venir de diverses cultures, à venir tenter de converser avec nous. Ce sont des petits pas. On a fait plusieurs spectacles. On a mis en scène des spectacles, un spectacle où il y avait 20 personnes sur scène, dont la majorité étaient des nouveaux arrivants de diverses contrées et divers territoires. On a mis ensemble plusieurs différents projets où on invite l'internationalité aussi. On a travaillé avec la France, on a travaillé avec le Maroc, on travaille en ce moment avec la Guinée. La chose qui pour moi est intéressante dans ça, c'est que nos territoires sont très façonnés par des populations qui y sont depuis très longtemps. Et je ne veux pas enlever le travail qui a été fait par des populations qui ont été, comme Madeleine le disait, marginalisées pendant très longtemps par rapport à leur culture de la francophonie. Ils ont travaillé fort en 70, en 80, même avant, de prendre une place, d'avoir une voix. Et ça, c'est important de souligner, de célébrer. Toutefois, on voit dans ces communautés-là aussi, avec la venue importante d'immigration qui se passe ici au Manitoba, et je pense que c'est le cas autant en Saskatchewan que ça l'est en Alberta, c'est un peu la même chose. On voit un entêtement aussi de ne pas regarder à cette chose-là en face, je trouve. Moi, c'est mon observation, de se dire que on est quand même une communauté qui, dans une homogénéité, mais qui doit donner sa place, qui doit se dire qu'elle veut écouter, qu'elle veut être à la rencontre de l'autre. Pour moi, ça, c'est vraiment important et c'est là où j'ai situé l'acte théâtral chez nous. Parce que pour moi, l'art est une œuvre où on peut se rassembler, regarder à quelque chose et ensuite en discuter. Puis ça, c'est au-delà d'où on vient, de la culture, de nos références. On peut regarder à une œuvre théâtrale ou une œuvre artistique et discuter de cette chose-là. Et je pense que c'est vraiment un remède pour la polarisation qui se passe en ce moment dans la société. C'est un moment où on peut partager des idéologies, des philosophies sans avoir à se juger dans une extrémité qui semble être le cas quand on commence à parler de son identité ou quand on commence à parler d'où on vient. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui m'intéresse énormément au théâtre. Ce qu'on a vu, par contre, c'est que c'est pas suffisant que de mettre des gens d'ailleurs sur une scène. C'est pas suffisant de se dire qu'on va créer un spectacle qui a des thématiques d'ailleurs et d'autres. Ce qu'il faut faire, c'est un gros travail de terrain. C'est un travail d'être à la rencontre des communautés. C'est un travail qui se doit d'être vraiment très au fondement même de l'acte de théâtral, en tout cas dans mon cas, moi, pour aller à la rencontre des communautés, comme Vanessa aussi parlait, congolaises, des communautés guinéennes, des communautés maghrébines, des communautés. C'est vraiment d'être à la rencontre et de discuter avec eux et de faire qu'est-ce que vous voulez voir? Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qu'on peut construire ensemble pour faire en sorte que ces prochaines générations qui vont être chez nous, c'est ça l'affaire, on est devant un fait accompli, là.
Alors, le fait de ne pas plier, le fait de ne pas être à la rencontre des diverses communautés, c'est là où ça devient, où tu dis c'est un entêtement plus qu'autre chose, parce que ces communautés, les communautés qui sont à l'intérieur de, mettons, la communauté francophone, y est pour rester. C'est pas, ça va pas nécessairement partir de tout d'un coup et il faut qu'on soit à la rencontre de ça. Donc, c'est là où moi, je trouve que le TCM se veut être là. On vient de terminer un spectacle où on a mis 4 jeunes avec des voix et des perspectives, des cultures différentes. C'était une expérimentation pour voir si ces jeunes-là avaient des choses en commun à se dire. Qu'est-ce qu'ils voulaient dire aujourd'hui en tant que vingtenaire sur une scène aujourd'hui dans un contexte où il y a quand même je sais pas comment, c'est parce que l'idée ici, c'est de vouloir bâtir et non de vouloir démolir, on pourrait dire, mais il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, selon moi. Nous sommes encore à encore se questionner pourquoi, qui nous sommes, où est-ce qu'on s'en va. Et c'est des passages qui sont essentiels en ce moment. Toutefois, pour moi, c'est excitant. Ça vient nourrir ma pensée et je n'ai que grand, comment je pourrais dire, je suis que pleine d'espoir par rapport à comment est-ce qu'on peut arriver à être à la rencontre des autres et créer ensemble sur cette scène multidisciplinaire qu'est le théâtre et la possibilité de tout ça. Donc, excusez-moi, je vous remercie, puis je vais passer la parole à Éric. Beaucoup, vraiment bien. Vas-y, Éric. Comment? J'ai une gêne maintenant. Mais c'était peut-être pour ça que j'avais hâte à ce rendez-vous, puisqu'il y a 3 artistes absolument exceptionnels en termes de leur talent, mais aussi de leurs idées du théâtre que je voulais venir basculer nos expériences, où on sent que les choses se placent ou se déplacent présentement. Dans ma pratique personnelle, que ce soit en théâtre, en art visuel, en cinéma, en littérature, je reviens toujours à une question fondamentale. C'est quoi la relation entre l'art, le lieu et l'auditoire? Puisque peu importe ce qu'on fait, c'est avec quoi qu'on joue. Et ça force certaines pensées, certaines compréhensions, particulièrement puisque récemment, il y a eu un impératif sociétal envers reconnaître que notre narratif communautaire, que notre narratif institutionnel était presque exclusivement blanc, colonial, mâle, anglophone, et que ça pouvait plus être comme ça. Il y a eu un impératif sociétal envers la réconciliation, particulièrement envers les Premières Nations, et aussi les peuples autochtones, dont j'en fais partie. J'ai un parcours semblable à celui de Geneviève sur ce. Qui veut dire quand que tu rentres dans un espace de privilège et d'importance comme le théâtre, on ne peut pas laisser de côté cet impératif sociétal ou ces impératifs sociétals qui poussent beaucoup dans comment qu'on fait et pourquoi qu'on le fait. Moi, mes débuts créatifs a commencé par le cinéma où je ne voyais pas à l'écran mes histoires et surtout émanant de ce territoire. Et les gens autour de moi me disaient, ben, Éric, tu es artiste. Tu as les moyens pour que les histoires que tu veux voir se retrouvent en créant toi-même.
Et donc, j'ai pris le défi, j'ai commencé à me lancer dans le processus très humblement et très sans de grandes attentes non plus. Et de plus en plus, c'est devenu intéressant, surtout aussi avec mon court-métrage récent Riverside Queerness qui met en valeur 3 histoires, 3 moments historiques au Manitoba de la communauté queer qui n'ont jamais été captés par l'écrit, ni par des historiens, ni par des médias, puisque ce n'est pas des histoires qui se permettaient d'être captées à l'écrit. Et les gens me demandent d'où vient ce sens de responsabilité. Ma réponse toujours, c'est pas un sens de responsabilité, c'est un sens d'opportunité, du sens que je me dis, c'est des histoires qu'on se partage en communauté que je trouve fascinantes. Et si je me dis, je ne les vois pas sur la place publique, quelle belle opportunité justement de trouver une façon de les mettre sur la place publique. Je crois qu'il y a de plus en plus une ouverture et c'est plus des auditoires niches et c'est un grand auditoire, c'est un public général. D'où vient la question, justement, OK, si je sais que ce n'est pas un auditoire niche, quel code culturel, quelle résistance ou quelle curiosité pourrait exister? Et je reviens au sens du lieu. Geneviève et le Sacre Molière m'ont donné une grande opportunité de présenter ma pièce inédite au TCM l'automne dernier, dans cette saison. Et le théâtre comme tel du Sacre Molière, c'est probablement mon lieu préféré ou un de mes lieux préférés à rentrer. C'est un nouveau théâtre qui a été bâti il y a 10 ans. Mais je rentre quand même dans une institution qui a presque 100 ans d'existence, 97 ans, ça, quelque chose proche de là. Et donc, il y a tout ce poids-là où ce que tu dis, je rentre avec une histoire queer qui n'est pas encore normale ou attendue sur les planches. Ça veut dire quoi? Je le frame comment dans 100 ans d'histoire. Et ensuite, tu rentres dans le vocabulaire et l'approche de code que j'utilise. C'est très franco-manitobain. Et donc, est-ce que ça va se faire comparer à Michel Tremblay et les Belles-Sœurs? Est-ce que ça, c'est le point de référence? Et si oui, ça veut dire quoi en termes de jugement vis-à-vis de ce que je fais? Et en préparation pour cette table ronde, mais aussi en préparation pour le projet d'Inédit, certaines des choses qui se sont effritées, c'est de se dire, j'ai pas besoin de me mettre ce poids-là, cette responsabilité-là sur moi. Et comme homme de 40 ans, Michel Tremblay n'est pas mon point de référence. C'est pas ce bagage culturel, ni francophone, ni théâtral, qui m'a allumé, qui m'a inspiré, qui m'a motivé à revenir fois après fois au théâtre. C'est le vocabulaire de Marc Prescott qui m'allumait. C'est le vocabulaire de Réal Sénérini qui m'allumait. C'est l'audacité de Gilles Poulain-Denis à faire un one-man show au sujet d'un jeune homme dans la vingtaine au Canada français qui m'anime. Et donc, je me dis, voilà le shift qui se passe aussi dans notre francophonie où il y a une diversité de c'est quoi nos points référents. Et donc, on peut dire ce qu'Éric fait n'a pas besoin d'être comparé à Michel Tremblay, puis comparé à autre chose. Mais toutes les références que je viens de donner, c'est quand même des hommes. Et c'est là où des hommes blancs aussi. Puis c'est là où il y a un questionnement qu'on se pousse à justement comment qu'on va chercher ailleurs et c'est quoi notre place là-dedans. Je fais souvent référence à Geneviève, non seulement est là, mais ça rentre, c'est le mentor, c'est une des artistes qui m'influence beaucoup. Quand j'ai eu une première pulsion de faire de la mise en scène et chercher un texte avec elle travailler, le texte que Geneviève m'a donné, c'est « M'appelle Mohamed Ali », qui est un texte écrit par un Congolais, pas par un francophone pure laine du Manitoba. Et ça m'a beaucoup inspiré puisque justement, et
découvrir quelque chose de nouveau. Je pense qu'on est tous et tous gamines à l'intérieur où ce qu'on aime est à la découverte de quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose d'excitant, stimulant là-dedans. Mais l'instinct aussi, c'était encore revenir à comment ça fait écho à un auditoire manitobain, sachant que si je castais aussi un non-blanc qui va avoir un auditoire manitobain non-blanc qui reçoit l'offre artistique qu'on donne. Et donc, ça shift dans ce que je comprends est le bagage avec lequel que les gens rentrent au théâtre et comment ils vont recevoir la pièce. Puis ça, c'est toujours du territoire riche et je pense que on le fait tous comme créateurs, mais encore plus avec moins de naïveté, j'espère, dernièrement, et qui se traduit aussi avec qui qu'on collabore avec. Puis c'est l'autre exemple que j'ai utilisé, puisque ça faisait partie de ma bio. Quand j'ai monté la pièce Menteur ou Liar de Brian Drader, c'est une pièce qui a été écrite un certain temps, puis dans sa vision du texte, c'était un casting blanc, malgré que la pièce permet un casting non blanc. Et quand j'ai été invité de présenter cette pièce au Chien de Soleil à l'Université de Saint-Boniface, la communauté de l'Université de Saint-Boniface est très non-blanche. Et donc, la pièce permettait de faire un casting où il y avait frères et sœurs de comédiens issus de la communauté africaine. Et en développant la mise en scène, c'est devenu clair que nos codes et comment qu'on partage certaines informations est différent si tu viens du Congo ou du Sénégal. Et donc, pour dénoter certaines tensions ou drames, particulièrement dans cette pièce sexuelle, ce que moi j'avais besoin ou ce que je comprenais que j'avais besoin pour faire passer un message à l'auditoire était très différent de ce qu'on pensait qui était nécessaire du côté des comédiens. Et donc, ça a pris plus de temps où ça a entamé une discussion pour essayer de figurer où se constituait, où était le confort, c'était quoi l'importance aussi de ces scènes-là. Et pour moi, ça c'est le processus créatif. C'est juste que maintenant, on rentre avec les yeux un peu plus ouverts, les oreilles un peu plus ouvertes, au lieu de dire que justement, on est une communauté homogène, puis il y a une approche homogène, puis il y a des codes culturels homogènes. On ne peut plus dire ça. Et donc, on doit faire la place à ces discussions, à ce processus créatif. Donc, je finis avec cette analogie-là. J'espère qu'il y a quelque chose de pertinent, puis j'ai hâte à rebondir avec mes collègues sur tout ça. Merci beaucoup, Eric. Vraiment excellent. Donc, je peux peut-être, avant d'ouvrir la parole à tout le monde, je peux peut-être enchaîner, j'ai au moins une question pour chaque personne. Je vais peut-être commencer par Madeleine. Vous avez mentionné que vous travaillez sur les surtitres en anglais d'une pièce. Je me demandais si c'est un enjeu qui m'intéresse pour justement l'inclusion dans l'Ouest, parce qu'évidemment, la majorité est anglophone. Est-ce que, selon toi, il y a suffisamment de place qui est donnée aux surtitres, par exemple? Est-ce que c'est mieux de garder, par exemple, des présentations où c'est sans surtitres juste pour ceux qui comprennent le français, ou est-ce que c'est mieux d'avoir tout le temps les surtitres? C'est quoi, comment tu vois cet outil d'inclusion, si on veut, là? Est-ce que c'est toujours bien utilisé? Puis est-ce qu'on devrait l'utiliser plus, moins? Bien, je me souviens pas quand on a commencé à faire les surtitres à la troupe du jour. Ça fait un bon bout de temps parce que j'ai surtitré Les Vieux Pêteux qui était en 2005, je crois. Alors, et on a eu une évolution. Maintenant, ce que la troupe du jour fait, c'est que le dimanche après-midi, il n'y a pas de surtitres. Alors, les Françaisquois qui n'en ont pas besoin peuvent se rejoindre. Et COVID a tout changé ça, évidemment, mais c'est devenu la pratique que certains membres du public ne voulaient pas avoir ça là, OK? Par contre, il y a, comme moi j'ai enseigné en immersion pendant longtemps, c'était ma carrière, et puis il y a beaucoup de jeunes qui sont passés par l'immersion, mais qui ne sont toujours pas
confortable. Comme j'ai une nièce, Sarah Blais, qui enseigne en immersion, qui a le français comme sa première langue, mais qui, comme beaucoup de nous qui vivent en situation minoritaire, on vit actuellement en anglais très souvent. Alors, ils ont besoin de cette rassurance. Ils disent, oui, j'ai compris! OK, parce que le surtitre les rassure de ce qu'ils ont fait. Et puis, c'est comme il me semble que quand on a décidé de faire les surtitres, on a fait des recherches, on a communiqué avec le Toronto French Theatre, qui apparemment étaient les premiers dans le pays à faire les surtitres. Et je crois que maintenant, dans l'Ouest, je sais que Unithéâtre Edmonton a fait des choses intéressantes avec les surtitres. Et puis, parfois, quand on est confortable avec le système, on peut se permettre d'aller post-modern, et puis comme on peut monter un surtitre et le comédien va dire non, c'est pas ça que j'ai dit. Alors ça peut devenir un autre élément, une autre exploration de la langue et comment c'est transformé sur la scène. Excellent. Oui, je suis bien d'accord. Je vais peut-être enchaîner. Valencia, j'ai trouvé ça intéressant quand tu as mentionné qu'il y a, tu as dit une réticence entre nous. Donc, au sein même de la minorité noire à Edmonton, par exemple. Donc, je me demandais si tu pouvais peut-être expliquer quelle forme cette réticence prend là. Est-ce que tu verrais peut-être des solutions pour donner plus de confiance à ces gens? Est-ce que c'est une réticence de participer, d'aller dans la salle, d'être sur la scène, d'écrire, quelle forme prend cette résistance et comment pourrait-on y remédier finalement? C'est ça ma question. Très intéressant. Je vais vous donner l'exemple le plus concret que j'ai, qui n'a rien à voir au théâtre, mais qui va vous éclairer là-dessus. Ce que j'entends, mettons, comme exemple, une femme qui vient d'un pays quelconque d'Afrique, qui a besoin de soins médicaux, va choisir pour sûr un médecin qui ne vient pas de la même tribu, du même village ou de la même culture qu'elle. Parce que là-bas, la façon que ça se passe, c'est qu'un secret ne restera pas un secret. Là, okay? Si quelqu'un a quelque chose, tout le monde va le savoir dans le village, tout le monde va le savoir. Donc, il y a cette réticence-là envers leur propre communauté. OK? Donc, c'est plate, là. Je ne suis pas contente de dire ça, mais c'est vraiment la réalité que je suis en train de découvrir. Juste, j'étais supposée avoir un groupe de discussion avec les nouvelles arrivantes ce samedi. Il a fallu qu'on l'annule parce que même si je collaborais avec un organisme que leurs clientes sont nouvelles arrivantes, même eux, s'entretenir avec eux, ça prend 5 à 6 rendez-vous avant qu'ils s'ouvrent, avant qu'ils leur disent vraiment c'est quoi leur salaire au pays, qu'est-ce qu'ils faisaient vraiment, c'est quoi leur réelle nationalité. Parce que quelqu'un va dire moi, je viens du Dakar, parce que là, il a fini par se faire, mettons, je ne sais pas, c'est peut-être un réfugié, tu sais, il a fini par se faire des papiers au Dakar, donc là, c'est de là qu'il vient, mais en réalité, non, il vient d'ailleurs. Tu sais. Puis là, bon, après quelques séances, on peut finalement découvrir qui est cette personne. Donc, je suis encore en train de découvrir tout ça parce que c'est pas, encore une fois, on ne s'ouvre pas à moi facilement sur la problématique réelle. Hein. Donc, je suis encore en train d'essayer de comprendre, sauf que il y a ça. Okay? Donc, quand on parle de entre nous, entre eux, ben c'est ça. En termes de participation, ce que j'ai entendu au niveau du théâtre, c'est beaucoup... justement, dernièrement, la semaine dernière, c'est ben moi, je ne vais pas de toute façon là, aux pièces de théâtre à l'Unithéâtre parce que je sais que je ne serai pas bien reçue. Fait qu'il y a cette espèce de... Ce qui ressort beaucoup, là, c'est les micro-agressions, là, les regards, on sait, c'est comme un 6e sens, là, on sait quand on n'est pas les bienvenus. Là, fait qu'il y a ça, les gens, ça ne leur tente juste pas de se mêler parce que les acteurs de la communauté noire, là, ceux qui sont vraiment actifs, se sont rendus compte aussi qu'on les appelait juste quand on avait besoin d'eux, mais qu'on ne les supportait pas nécessairement à l'extérieur de tout ça. Puis il y a aussi, tantôt, là, je trouvais ça intéressant, je ne sais pas si Geneviève qui parlait du fait que les francophones ont travaillé très, très fort pour avoir leurs droits, mais ça, là, ça joue énormément aussi dans les communautés ici. Ils veulent garder ce qu'ils ont acquis, ils ne veulent pas partager ça. Okay? Donc, ça se transmet, ça se voit aussi au niveau professionnel, ou partout. Là. Donc,
c'est pas... Qu'est-ce qui est plate dans ces situations-là, c'est que c'est pas un problème, une solution. Il y a beaucoup de couches au problème. Puis dans ces couches-là, il y a encore des sous-couches. Tu sais, fait que c'est comme, je me sens comme j'ai ouvert une canne de verre. Excusez l'expression, mais je me sens vraiment comme ça. Là, ça va jusqu'où, ce problème-là? Puis ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand Éric il a parlé du fait que, hey, attends un petit peu, parce que là, on a un problème. Il fallait qu'on se comprenne. C'est beau, ça. C'est ça le gros travail que j'aimerais parler tantôt. Le gros travail à faire, c'est de prendre le temps de s'asseoir et de dire, OK, c'est quoi? C'est quoi vos valeurs par rapport à ça? Attendez, comment? C'est ça le gros travail qui est à faire, c'est de s'asseoir et de comprendre. Très bien dit. J'irais peut-être justement pour enchaîner avec cette question-là, Geneviève, tu mentionnais dans ton intervention, tu as dit rapidement, depuis mon réveil, je me demandais est-ce que c'est comme une métaphore quand tu es né, quand tu es venu à une genre de conscience artistique, ou c'est comme un moment de Saint-Paul sur le chemin vers Damas qui a eu un éclair tout d'un coup. C'est quoi ça? Puis la deuxième question, tu l'avais mentionné quand on a fait notre petite rencontre préliminaire, tu disais qu'il faut redéfinir l'excellence artistique et esthétique. C'est-à-dire, elle est trop eurocentrée, très restreinte. Donc, pour la deuxième question, c'est peut-être comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut élargir ces barèmes-là? Ben, l'éveil fait référence à le fait que pendant longtemps, dans nos communautés, être métis, c'était mal vu. Donc, c'est quelque chose dont mon grand-père a travaillé très, très fort, d'éradier, on pourrait même dire. Moi, je viens d'une tradition métisse de très, très longue date. À part de mon grand-père, c'était la première personne dans ma lignée qui a marié une femme blanche. Donc, tout pour dire que quand il y a eu l'éveil, comment je pourrais dire, quand on s'est dit on peut sortir, on peut parler, il y a même une fierté, comment est-ce qu'on arrive à reconstruire qui nous sommes? Ça, je pense que ça, c'est une notion d'éveil pour moi. De savoir, pendant très, très longtemps, j'étais sous le joug de ne pas savoir d'où je venais, de ne pas savoir où j'appartenais. Et ça m'a pris du temps et c'est justement dans ce contexte-là, par rapport à mon identité métisse qui m'a beaucoup, beaucoup ancrée dans cette notion identitaire importante. Donc, ça, c'est la première question. La deuxième, l'excellence artistique, Éric en a touché, puis il l'a touché de façon brillante par rapport à quels sont ses référents. À qui est-ce que je me compare, on pourrait dire. Et je pense que l'excellence artistique, c'est quelque chose qui est en train de se faire re-questionner par les agences, les bailleurs de fonds. Donc, le Conseil des arts du Canada a sorti, je pense, l'année dernière, sa nouvelle planification stratégique qui centrait surtout la réconciliation et sur la décolonisation, ainsi que la volonté d'être vers l'ouverture. Et je pense que même ils sont à 70% de leur personnel veulent que ce soit des gens qui sont issus de diversité. Donc, ils sont vraiment dans un chemin important pour essayer d'être à la rencontre de la population canadienne. En tout cas, au Manitoba, à Winnipeg, dans 10 ans, je pense, ou dans 5 ans, on va être la 5e ville la plus diverse au monde. On est, diverse au Canada, ainsi que étant la communauté ou le territoire où il y a le plus d'Autochtones, de populations autochtones sur un territoire. Donc, on se doit, c'est ce que je disais un peu plus tôt, on se doit de vouloir réévaluer qui sont les gens qui sont à la tête des organismes, qui sont les gens qui prennent place et qui donnent leur voix. Il faut vraiment se questionner à ce niveau-là. Qui a écrit l'histoire et comment est-ce qu'on peut re-questionner cette histoire? Éric en a parlé aussi de ça, de vouloir lui-même reconstruire ses propres histoires qui n'ont jamais été racontées. Donc, je pense que toutes ces choses-là font en sorte que l'excellence artistique, telle qu'on la conçoit, surtout au Canada français, puis je parle de Montréal surtout parce que c'est là où on a pas mal nos influences sont très, très centrées vers ça, ont été beaucoup, la France, la Belgique. Aujourd'hui, le théâtre flamand est hyper important, où il a été pendant très longtemps à Montréal, mais on voit ce souffle-là qui commence à changer. Il y a 2 nouvelles directrices artistiques au Festival Transamérique en ce moment, Jessie Mills et Mélanie, je me souviens, Carbonneau, je crois, qui, elles, sont hyper centrées dans la volonté des histoires qui rassemblent
rassemble sud et nord et non juste nord-nord, qui a été beaucoup le cas pendant très, très longtemps. Et donc, je vois déjà un souffle qui commence à changer tranquillement. Le territoire québécois, je pense que ça va être a la capacité de changer rapidement, mais est très ancré dans une homogénéité assez importante dans sa culture. Donc, c'est un peu ça la notion de l'excellence artistique et comment est-ce qu'on révise cette chose-là? Est-ce que l'excellence artistique, c'est parce que je suis capable de démontrer ou faire un spectacle qui ressemble à quelque chose que j'ai vu de, je vais dire, Wajdi Mouawad ou de Alain Françon ou des grandes pointures, on pourrait dire, françaises? Ou est-ce que c'est justement, Gilles Poulain-Denis est venu voir le spectacle l'autre jour, génial, c'est quelqu'un avec qui je peux avoir une conversation et quelqu'un avec qui je peux échanger, qui reconnaît, qui comprend les référents, qui parle la même langue, on pourrait dire, ou qui a des référents culturels qui sont similaires. Donc, je pense que c'est un peu ça. J'espère que j'ai répondu. Oui, tout à fait. En fait, tu as répondu en partie à la question que j'allais poser à Éric. Aussi, ça revient à notre rencontre préalable. Éric, tu avais mentionné quelque chose qui m'avait frappé, où tu disais, tu sais, c'est bien beau de dire il faut décoloniser, tout ça, mais tu entendais, et peut-être que Geneviève vient de donner un aperçu de cette réponse-là, mais quand tu posais la question, qu'est-ce que décoloniser les institutions? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Tu sais, oui, mettre des gens issus de la diversité dans des positions où ils peuvent décider, avoir plus de représentation sur la scène. Mais qu'est-ce que, dans le fond, je sais que tu n'as pas de réponse concrète parce que toi-même, tu poses la question, mais je me demandais si tu avais peut-être des pistes de réponse. Oui, absolument. Puis, j'en ai fait un peu allusion avec le TCM, mais aussi au Manitoba, il y a certaines institutions créées démarquantes qui sont toutes situées dans le quartier de la Bourse, qui est un quartier historique, mais historique colonisateur. Et beaucoup de nos institutions privilégiées, c'est pas privilégié que je vais utiliser, c'est de première instance ou qu'on célèbre en premier lieu. C'est des institutions qui ont été créées au centenaire du Canada et c'est pas mal vrai partout au pays aussi. Donc, des institutions qui ont 50-ish années. Et en discussion avec plusieurs gens issus des communautés autochtones, si tu penses à c'est quoi ce timing historique, c'est encore une période de temps où le Canada ne donnait pas de droit de vote aux Premières Nations, ne leur permettait pas de quitter la réserve sans une passe. Et donc, de dire, hey, cette institution-là qu'on a créée pour les arts, venez, c'est à vous aussi. Qu'est-ce qui dit pour eux que ces institutions-là sont justement à leur disposition? Rien. Ils n'ont pas été créés dans ce contexte-là. Donc, pour shifter le narratif et démontrer comment que ces institutions, nos institutions, peuvent être un atout pour ces communautés-là, c'est le travail qu'on est en train de faire ou qu'on se doit de se faire, qui veut dire aussi qu'il doit y avoir un shift de ce qu'on comprend est la valeur de l'art et comment elle interagit avec la communauté, comment elle est reçue. Puis on revient un peu aux référents. J'aurais pu ajouter des référents à Wawate Fobister qui tombe dans un des artistes, ou Cliff Cardinal ou Thompson Highway, qui est tous des noms qu'on devrait connaître sur le territoire canadien, encore plus particulièrement le territoire manitobain. Mais leur approche au théâtre tombe dans les codes. C'est des histoires contées sur scène, mais il va y avoir des shifts de comment qu'on reçoit, comment qu'on voit, comment que la pièce prenne forme. Et donc, prendre habitude à cela est super intéressant en justement recomprendre comment que le théâtre peut être au service de la communauté. Et ensuite, tout le processus de comment qu'on s'appuie sur certaines connaissances et comment qu'on reconnaît. On fait souvent des land acknowledgements, puis c'est une petite pépite que moi j'ai où ce que je suis comme pourquoi qu'on le fait, puis c'est quoi la vérité, puis c'est quoi le discours, puis c'est quoi l'intention derrière.
Mais encore une fois, comment on bâtit une pièce de théâtre en reconnaissant justement qu'on est sur un territoire qui a plusieurs mille ans de connaissances et de culture. C'est pas juste au moment qu'on est pour lever le rideau, c'est au moment qu'on vient pour créer et qu'on décide justement où est-ce que ces morceaux-là rentrent dans le processus créatif. Très bien dit. Ben, j'aimerais ouvrir le micro si quelqu'un veut, s'il y a des gens qui écoutaient, qui ont des questions, ou les panélistes entre eux, si vous avez des questions, vous voulez discuter, libre à vous, allez-y. Je n'ai pas vu de questions dans le chat, je crois, il n'y en a pas encore. Ah oui, vas-y Sylvain. Merci beaucoup Rémi, merci beaucoup à tout le monde pour vos interventions. Il y a des choses faciles à dire, il y a des choses difficiles à dire, puis j'admire votre courage. Et puis, ma question, c'est pour m'aider peut-être à mieux comprendre la situation actuelle du théâtre. Vous en avez déjà beaucoup parlé, mais j'aimerais vous proposer une perspective un peu différente. Et vous savez peut-être qu'il y a un auteur anglophone dont j'ai oublié le nom qui a écrit un roman qui s'appelait Les deux solitudes il y a un certain temps et qui montrait l'espèce d'incommunicabilité qu'il y avait entre les cultures anglophones et francophones au Canada. Alors, je me demandais si, selon vous, depuis donc que ce roman est écrit, que l'expression est passée dans l'usage, est-ce qu'on est encore dans des solitudes ou est-ce que le dialogue passe? Et donc, vous voyez, en fait, c'est deux questions. La première, c'est est-ce qu'on est encore dans des solitudes en ce qui concerne, par exemple, la création théâtrale? Et sinon, alors comment est-ce que vous réussissez à faire c'est ça, McLennan, merci. Comment est-ce qu'on fait, comment est-ce que le dialogue passe? Ou comment est-ce que vous faites, ou comment est-ce que vous réussissez à faire passer le dialogue entre les cultures? Quelqu'un veut se lancer? Vas-y, Madeleine. Question intéressante. Moi, je me décris comme étant un écrivain bilingue. Ce qui veut dire que j'accepte que le français est ma langue première, mais essentiellement, je vis les 3/4 de ma journée en anglais et j'écris dans les deux langues. Et puis, pour moi, la plus grande décision était de savoir, OK, est-ce que je commence en français ou est-ce que je commence en anglais? Généralement, je commence en français, comme par exemple, mes pièces ont toutes commencé en français. Ma première pièce, qui s'appelait Les Misérables, était bilingue. C'est une pièce que j'ai écrite avec ma troupe de théâtre en école d'immersion. Et puis, parce que je vis en Saskatchewan, c'est ma réalité, et je me rends compte que ça donne une complexité à mon point de vue. Je ne suis pas la même personne en français que je suis en anglais. Et moi, je trouve que les deux solitudes, pour moi personnellement, ce n'est pas l'anglais versus le français, et je dis ceci pour être un peu emmerdante et intéressante, c'est que c'est l'Est vers l'Ouest. Je sais que je ne serai jamais produite au Québec. J'ai essayé de faire des démarches là, mais on ne veut rien savoir de ce que je fais. Et c'est en partie parce que ma meilleure pièce, celle qui aurait dû avancer, est bilingue. Et puis on ne savait pas quoi faire avec ça. Alors, ça, c'est une réponse. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut répondre à cette question de Sylvain avant d'enchaîner avec la question de Mme Balint? Je vais faire juste brièvement. Il y a quelque chose d'intéressant parce qu'il y a un autre auteur qui a écrit The Siamese Twins, je me souviens plus c'est quoi son auteur, que j'aime beaucoup aussi, qui parlait justement de la dualité des solitudes et que c'était le peuple, selon lui, c'était les gens du peuple métis qui allaient trouver une façon de rallier ces deux choses-là ensemble. Je trouvais ça intéressant j'avoue que je pense que la notion des solitudes, puis premièrement, je veux juste faire mention que nous parlons de deux langues coloniales, donc le français et l'anglais sur ces territoires, et qu'il y a une multiplicité de langues sur ce territoire dont on ne fait jamais vraiment référence et qui ont tout autant à dire, malgré le fait, pas malgré le fait, mais surtout dans le contexte où c'est des langues qui sont surtout orales et non
répertorié historiquement ou est répertorié de façon linguistiquement, on pourrait dire, qui commence à l'être. Donc, juste faire référence à ça. Chez nous, je pense, en tout cas, selon moi, puis c'est intéressant parce qu'avec des créateurs, je reçois des créateurs québécois chez nous continuellement qui sont toujours abasourdis un peu par, je ne vais pas dire la nonchalance, mais plutôt dans la notion de, mais c'est où votre lutte? Pourquoi est-ce que vous ne vous battez pas contre ça? C'est plutôt une question de... on accepte, je pense que la majorité des jeunes aujourd'hui acceptent qu'ils sont bilingues. Ils acceptent qu'ils ont 2 langues, ils acceptent qu'ils ont 2 cultures. Et je ne comprends pas pourquoi au Canada, c'est tellement un problème, cette chose-là, parce que dans d'autres pays à travers le monde, c'est célébré. Et donc, c'est là où moi, je trouve la difficulté de trouver les arguments de vouloir pousser cette chose-là, de cette francophonie. Pour vous dire, une frustration énorme de toute la discussion autour de Mary Simons et son attribution en tant que gouverneur général. C'était très frustrant pour moi parce que pour moi, je ne comprends pas cette hiérarchie linguistique qu'il y a dans ce pays et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne peut pas adhérer à 2 cultures, 2 langues et être fier de ça et de se sentir. Puis moi, j'aimerais ça en avoir 3, 4, 5, 6. Il y a des pays, surtout des gens que je rencontre de l'Afrique de l'Ouest qui connaissent 6 langues. C'est juste, mais abasourdissant. Je trouve ça phénoménal. Donc, c'est un peu ça mon point de vue par rapport à ça. Allez-y, Valicia, puis après Eric. Après ça, Mme Balint, on vous répond. OK. Ben là, je m'apprête à dire quelque chose, mais je sens que ça va être un petit peu une bombe, mais je ne veux pas que vous le preniez comme ça. C'est qu'avec tu sais, encore, là, je vous dis, là, je parle à beaucoup de gens concernant l'inclusion. Puis, ce qui ressort des fois, dans certains cas, puis là, c'est ce que Geneviève vient de me faire penser à, dans certains contextes, là, tu sais, quand on parle justement de la gouverneure générale, tu sais, c'est tout ce qui a entouré ça. Un terme qui est revenu, c'est le terme fragilité blanche. Ce qu'on entend par là. Tu sais, tantôt, je parlais de l'inclusion là, au niveau des emplois, au niveau de ci, qu'ils veulent garder pour eux, qu'ils ne veulent pas faire de place, qu'ils ne veulent pas. Ça rentre quand que j'avais des datas, là, des données comme ça, je mettais fragilité blanche à côté. Parce que, tu sais, juste un exemple, mettons, tu sais, quand je parlais aux hommes noirs, tu sais, ce qu'ils vivent, eux autres, c'est fou. Là, ils vivent dans un monde à part. Ces gens-là vivent dans un monde à part, OK? Tout ce qu'ils ne font pas pour ne pas se faire arrêter, être méprisés, c'est fou, OK? Donc, juste un exemple, je parlais avec un homme noir très grand, puis lui, il dit, aussitôt que je rentre dans une pièce, tout le monde se rétracte. Il ne faut absolument pas que je lève le ton. Même quand je ris pas fort. Je ne veux pas faire peur au monde, tu sais. Puis je ne veux surtout pas qu'on appelle la police parce que c'est vraiment ça, tu sais. Puis ça, ben, il faut qu'il agisse comme ça à cause de la fragilité blanche. Tu sais, fait que là, c'est juste un terme que je voulais lancer ici, sans agressivité, rien. C'est juste quelque chose, là, un élément qui est ressorti. Oui, tout à fait. C'est très pertinent. Je me sens gauche de rebondir sur ce que Valencia a dit, mais du sens que j'ai entendu, puis si je vois ailleurs, j'espère que ce n'est pas par manque de respect que j'entends, mais la discussion sur les 2 solitudes, ça m'a provoqué où j'avais tendance un peu à partager cette perspective-là, du sens qu'il n'y a pas beaucoup de crossover dans ma pratique artistique, dans le monde anglophone, puis ma pratique artistique dans le monde francophone. Mais je suis rentré sur un nouveau terrain dernièrement en étant membre d'un nouveau groupe qui s'appelle les Transfrontaliers, qui est un projet qui a été lancé pour justement rassembler la francophonie. On est 15 dramaturges ou 15 praticiens du théâtre qui émanent des pays de la francophonie, donc le Gabon, le Congo, le Vietnam, le Liban, l'Haïti, la Guyane française. Et ça
on partage presque tous le français comme langue coloniale, mais c'est devenu clair que le français était aussi une langue d'opportunité, encore plus pour ceux qui se trouvaient dans des endroits qui cherchaient justement des opportunités à l'extérieur de leur pays, mais la façon de le faire, la façon de sortir de notre solitude, c'était par le fait qu'on parlait français et qu'on pouvait créer en français. Et donc, tout cela, c'était quand même un beau éveil où ce qu'on peut à la fois accepter et actualiser le fait que c'est une langue coloniale, mais aussi reconnaître que c'est une langue d'opportunité. Donc, je voulais juste ajouter ce petit vécu-là. Super intéressant, merci Eric. Oui, Madame Belinda, allez-y. Alors, Adina, merci. Merci beaucoup pour cette bonne conversation. Alors, c'est une question, commentaire un peu d'ordre générique, je dirais. Alors, par rapport au processus de création, mais aussi par rapport au choix des pièces dans la programmation pour les institutions dont on parle. Ce que j'ai entendu un peu dans l'évocation de chacun, c'est une forme de tension entre s'identifier une identité culturelle, s'identifier à une identité culturelle particulière, donc qui est liée à un territoire, à un lieu, et aussi un certain défi à sortir de cette identité, à aller ailleurs et à toucher une certaine universalité. Vous avez évoqué le mot homogénéité, mais aussi hétérogénéité. Donc, comment trouver le juste milieu entre parler à la communauté qui est très ancrée, qui tient, qui valorise certains éléments, certains repères historiques, et en même temps parler à ces nouveaux arrivants. Donc, je me demande, ces défis et ces tensions paraissent aussi dans la création, quand vous créez des pièces de théâtre, vous inventez de la musique, et aussi quand vous choisissez les pièces pour la programmation. Geneviève le sait très bien. Donc, je me demande comment est-ce que vous travaillez sur ces aspects, un peu Eric aussi, c'est cette question entre s'identifier comme queer et puis en même temps parler à un public qui n'est pas nécessairement toujours seulement queer, mais aussi enfin, on veut avoir du monde au théâtre. Donc, merci, c'est juste un commentaire plus large. Merci beaucoup. Ben, merci Adina, c'est un défi, hein? Puis je vais te dire que moi, je dirais qu'il y a un pré-pandémie et un post-pandémie. Il y a un pré-George Floyd et un post-George Floyd. Il y a une pré-réconciliation, les enfants qui ont été, les dépouilles qui ont été trouvées, les choses qui se sont passées dans les 2 dernières années, je pense qu'on pourrait se dire que ça s'est passé c'est comme 50 ans, c'est comme toute une génération de choses qui se sont passées dans les dernières 2 années. Et de façonner, de mettre ensemble quelque chose pour que les gens reviennent au théâtre, parce que c'est pas donné ça non plus, qu'ils vont vouloir, des gens qui vont pas se sentir en sécurité même de retourner au théâtre, même physiquement. Des gens qui n'adhèrent pas nécessairement à et on se le dit, hein, je vais le dire très, très clairement, la population ou les publics du TCM, c'est des publics qui étaient quand même dans une tranche d'âge importante, qui était beaucoup plus, on va dire, dans les boomers, parce que les boomers, la construction du théâtre a été très forte pour valider en sorte l'historique des boomers et de leur territoire. Et ça, je pense que mes prédécesseurs ont fait ça de façon magistrale. Toutefois, on est dans une ère qui se questionne beaucoup c'est quoi, à qui appartient le théâtre aujourd'hui, qui va vouloir venir au théâtre aujourd'hui, à qui appartient, qui peut se permettre d'aller au théâtre aujourd'hui. Il y a toutes sortes, autant de questions, je pense, que de manque de réponse de ma part par rapport à ça. Ça, c'est sûr et certain. Pour moi, c'est devenu impératif
la programmation se lie avec la communauté. Elle se lie avec les gens qui veulent dire quelque chose. Donc, la saison prochaine, toutes les pièces qui sont mises à la programmation sont en lien avec des artistes où on est en coproduction, en collaboration, en partenariat. Ce sont des pièces, donc je pense que c'est ça qui est le futur pour moi du théâtre, c'est d'être en lien avec les gens qui sont sur le territoire. Donc, on vient de terminer, justement, il y a un artiste photographe qui est venu nous voir, Wilgis Agossa, qui a dit, moi, je veux mettre ensemble une exposition qui s'appelle Noir et fier pour le mois de l'histoire des Noirs. On a dit, for sure, on met ça ensemble, on a mis des photos partout. Et c'était vraiment intéressant de voir des gens, mettons des communautés traditionnelles, venir interagir avec un lieu où eux autres se sentaient comme si ça leur appartenait et avec tapissé de bout en comble de grandes photos de gens issus de la diversité. C'était juste, c'est des choses comme ça qui, pour moi, viennent, qui m'animent, qui m'excitent, je pourrais dire. Je suis pas nécessairement, je sais, moi, personnellement, puis je n'essaie pas de le prendre trop personnellement, je suis un peu une chavireuse dans ce sens-là où j'aime provoquer ces questionnements-là. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est quelque chose que tout le monde veut. Et donc, c'est pour ça que parfois, je dois mettre une détresse et l'enchantement qui va venir le mois prochain, qui est une histoire de Gabrielle Roy, mais qui va être plaisante pour beaucoup de gens, sans trop les chavirer, sans trop les... Mais, ça, c'est de la programmation que je dirais post-pandémique. Pendant la pandémie, on a eu le plaisir de travailler parce qu'on donnait des contrats à plein de gens au niveau du numérique. Et donc, on a rencontré des tonnes d'artistes. On a donné, je pense, 130 contrats juste en une année, en 2021. Et ça, c'est des contrats qui ont même été des contrats qu'on donnait à une personne qu'elle contractualisait à comme 5 ou à 10 autres personnes. Donc, on a vraiment touché beaucoup de gens. Et à l'intérieur de ce travail-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu beaucoup de collaborations qui se sont passées. Et donc, les prochaines saisons, selon moi, vont être justement issues de ces collaborations-là. Des gens qui sont venus vers nous et qui ont dit, moi, ça me tente de faire quelque chose. D'accord, très bien. Un peu comme on avait fait avec Éric. Éric n'avait pas été programmé. Et tout à coup, il arrive avec cette proposition-là et je dis, ben, montons-le, faisons-le, let's do it. So, c'est ce genre je pense, de programmation-là aujourd'hui qui va, en tout cas pour moi, qui est le futur. C'est des programmations communautaires avec des gens des communautés, des gens qui veulent être des artistes et qui on doit, nous, être les incubateurs, on pourrait dire, de chez nous pour que ces gens-là puissent devenir, aller au bout de leur proposition. Donc, je pense que c'est à peu près... Mais tu sais, on fait un spectacle avec le Centre national des arts l'année prochaine, mais ça donne juste qu'il y a 6 comédiens qui vont être dans ce spectacle-là qui sont issus du territoire de la francophonie manitobaine. On travaille avec une jeune femme, tu sais, on va faire un spectacle, on va aller faire un spectacle en Guinée l'année prochaine. Ça, c'est un spectacle qui va venir chez nous l'année prochaine aussi. Donc, tu sais, c'est ce genre de... C'est réfléchir autrement. C'est pas dire on a un texte, on arrive et puis on fait un casting, puis c'est autre chose. C'est les gens viennent vers nous, disent moi j'ai une envie, j'ai un rêve, vas-y, on te bâtit quelque chose autour de ça et allons-y jusqu'au bout de cette chose-là. On se croise les doigts, j'espère que ça va fonctionner. On ne sait pas, c'est des risques qu'on prend. Hein. C'est bien de prendre ça, c'est des bons risques. Il reste 5 minutes. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question. Moi, j'en aurais peut-être une autre si personne d'autre. Je ne veux pas m'imposer. Oui, allez-y, Madeleine. J'aimerais réagir à la question au sujet de la programmation. Moi, je n'ai pas mon propre théâtre, j'écris des pièces et le dramaturge favori est Samuel Beckett, qui pour moi écrit tout simplement à propos de l'humanité, quelle que soit leur couleur, quel que soit leur âge, quel que soit tous les blablabla qui nous séparent. Alors, je voudrais que le théâtre, dans leur programmation, continue de s'intéresser aux questions existentielles et universelles. Comme moi, j'écris à propos de la foi. Pas la foi catholique, mais la foi et l'espoir et la mort. J'écris beaucoup à propos de la mort. En tout cas, ça fait...
Et ce que j'aimerais, ce que je veux, c'est que tous les différents groupes, toutes les nationalités, toutes les cultures aient la chance de contribuer leur voix. Mais ce sont les histoires profondes de l'humanité qui vont accrocher, pas nécessairement les problèmes contemporains qui sont si présents en ce moment. Il faut toujours aller à l'humanité de la chose. Mhm. Moi, j'avais une question qui s'adresse à tout le monde, mais ça me fait penser à quelque chose que tu avais dit, Madeleine, dans notre rencontre aussi, où tu parlais de travailler sur un nouveau projet où tu réinterprètes le passé à la lumière de ce qu'on sait aujourd'hui avec, par exemple, écrire du point de vue des religieuses francophones qui étaient dans les pensionnats. Donc, est-ce que, pour tout le monde, c'est la question, est-ce que c'est ce genre de piste qu'on peut privilégier, c'est cette idée de garder le passé, mais le réinterpréter, le revoir avec ce qu'on sait aujourd'hui? Est-ce que c'est la voie à suivre principale? Bien, pour moi, ça fait aucun sens d'écrire une pièce historique s'il n'y a pas une résonance contemporaine. Parce que faut que ça soit intéressant, alors il faut qu'on s'y retrouve. Et puis, la pièce que tu mentionnes, je travaille toujours dessus. C'est pour moi très difficile parce que je viens de Delmas, qui a eu une école résidentielle, une des pires. Ça ne fait pas partie de mon expérience parce que j'avais seulement 2 ans quand elle a été brûlée. Mais je commence à me poser la question pourquoi. Et ensuite, c'était le silence. Je ne me souviens pas d'aucune conversation à propos de cette école dans mon enfance. Et ce monologue continue maintenant. Il y a un titre, c'est la devise des Sœurs de l'Assomption, aller enseigner toutes les nations. Alors, je pose la question, pourquoi? Et qu'est-ce que ça veut dire enseigner? Et c'est quoi le concept de nation, etc. Alors, oui, comme pour moi, même si je me suis présentée comme, OK, je représente le passé, la tradition, oui, c'est vrai, je suis toujours ici. Alors, je crois que pour la francophonie, qui a été complice dans les écoles résidentielles, on doit confronter ça. On peut pas dire, parce que la question que je pose dans mon monologue, c'est, OK, on a essayé de détruire une langue et une culture, et puis parce que la nôtre est meilleure. OK, alors, faut confronter ça. Franchement, la dernière ligne dans mon monologue, c'est le personnage dit, franchement, j'ai honte. Ouais, t'es pas la seule. Peut-être pour terminer, il reste une petite minute. Valécia, vas-y pour le mot de la fin. Merci beaucoup à tout le monde de votre attention et vos interventions. C'était vraiment magnifique. J'ai beaucoup apprécié. Moi, ça m'allume beaucoup, l'histoire versus aujourd'hui. Et puis, là, je vous en parle justement parce que peut-être que j'ai eu une idée, peut-être que ce n'est pas une bonne idée, mais je la ferai pareil, de toute façon, même si je trouve que ce n'est pas une bonne idée. Parce que ça risquerait de provoquer, puis ça, j'aime ça aussi. Je pensais à ça, puis moi, j'aime beaucoup ça, le théâtre déambulatoire. Je tripe sur le théâtre déambulatoire. Et ce que j'aimerais faire cet été, c'est de me costumer comme si je venais juste de débarquer d'un bateau négrier. Comme si je venais juste de débarquer, je suis sage, j'ai des chaînes. Puis j'aimerais déambuler au centre-ville d'Edmonton comme ça, dans les parcs, dans les endroits où est-ce qu'il y a beaucoup de gens. Pas nécessairement m'adresser aux gens, seulement marcher, déambuler. Les gens prennent le temps de regarder à quel point ça n'a pas de bon sens. Puis que finalement, ils se disent, ben, attends un peu, c'était comme ça, là. C'est de là que ça part. OK. De le voir en vrai, pas dans un livre, pas dans un film, de voir vraiment quelqu'un avec des chaînes qui sont lourdes à porter. Est-ce que je le ferais tout seul? Est-ce que je le ferais avec plusieurs? Ça pourrait être intéressant. Est-ce que j'arriverais avant et qu'il y aurait un groupe qui suivrait après? Je ne le sais pas. Mais c'est le genre de choses qui m'allument. Oui, ça serait super intéressant. Bien, je ne sais pas s'il y a d'autres choses, mais en tous les cas, merci beaucoup à tout le monde. Vraiment, bravo à tout le monde. Merci. Et ce n'est qu'un au revoir, sûrement. Donc, bonne continuation, bon reste du colloque. Si vous avez la chance ce soir avec le spectacle virtuel de poésie, n'hésitez pas. J'ai déjà vu la vidéo, c'est super touchant et émouvant. Donc, participez à ça si vous pouvez.
Et sinon, bien, on se retrouve dans un autre colloque virtuel bientôt. Merci encore. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci Rémi, bon travail. Plaisir. Merci beaucoup. Merci, Rémi.